éviter une surcharge ferrique. Cependant, la suppression des hématopoïèses anormales au moyen des transfusions périodiques des culots globulaires semble justifiée chez les patients qui est gravement atteints. Pour éviter ou retarder les complications de l'hémochromatose post-transfusionnelle, l'excès de fer doit être éliminé. Il y a les traitements chélateurs du fer, la déferoxamine. La thérapie de chélation est généralement débutée lorsque les taux sériques de ferritine sont supérieurs à 1000 nanogrammes et après, ou bien environ après 1 à 2 ans de transfusion programmée. L'esplénectomie peut permettre de diminuer les besoins transfusionnels chez les patients présentant une splénomégalie importante. Diapo. Les traitements préventifs, on a les préventions primaires, le test génétique qui permet de dépister les porteurs sains, les personnes qui possèdent un ou plusieurs gènes altérés mais qui ne sont pas malades. Donc, un couple de porteurs sains doivent être informés du risque de donner naissance à un enfant atteint de thalassémie. Un diagnostic prénatal peut également être envisagé sur certaines conditions. Dans la prévention secondaire, après l'esplénectomie, les vaccinations, il faut faire les vaccinations contre le pneumocoque, le méningocoque, l'hépatite B et la grippe. La prise d'antibiotiques et la pénicilline pendant au moins les 5 ans, les supplémentations d'acide folique et une prise quotidienne d'acide folique par jour sont les préventions secondaires. Diapo. Conclusion, les syndromes thalassémiques sont des maladies héréditaires. La gravité survient des formes majeures. L'éducation thérapeutique est très importante. Le suivi des malades thalassémiques est multidisciplinaire et pluridisciplinaire. Le seul traitement qui puisse guérir définitivement la maladie est le greffe des molles osseuses. Merci pour votre attention. Merci à vous aussi, Dr Sada et Dr Mohamedou Ndoye. Alors, apparemment, ces 2 personnes qui ont fait la présentation. Je ne sais pas, est-ce que Dr Ndoye a quelque chose à ajouter à la présentation de Dr Sada sur les syndromes thalassémiques? C'est bon, je pense que Dr Sada a été fidèle à la présentation. Donc, nous attendons les remarques et suggestions de nos autres collègues et de vos professeurs. D'accord. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a des réactions? Bon, vous avez hérité d'un des cours les plus compliqués, hein? Thalassémie, c'est pas du tout simple. Voilà. Est-ce que les autres, vous avez des compléments? Docteur Mamine? Allez-y, vous avez la parole. Voilà déjà une réaction, voilà, qui dit que voilà, la personne n'a rien compris de la physiopathologie. Est-ce que si on ne comprend pas la physiopathologie, on peut espérer comprendre la suite de la leçon? Et c'est ça le gros souci. Ouais. Pardon? Ça, elle va répondre. Docteur Sada, stress anémique, prenez note. Et quoi d'autre? Pardon? Transfusion, prenez note, docteur Sada. Vous allez nous dire hein, ce que vous avez dit là, pourquoi vous l'avez dit. Allez-y. Question? Très bien.
Donc, docteur Sada, vous avez pris note? Oui, professeur, oui. Alors, il y a certaines questions, je vais répondre, mais il y a d'autres, moi-même, j'allais vous poser la question. Allez-y, qu'est-ce que vous appelez un stress anémique? Professeur, durant nos recherches, stress anémique, c'est chez les nouveau-nés. Donc, quand il y a une stress, il y a une diminution, c'est que nous, on a compris quoi, qu'il y a une diminution de l'hémoglobine. Donc, le stress peuvent être un facteur qui peut, parmi les malades, les patients qui présentent la thalassémie, le stress peut être un facteur qui peut contribuer l'anémie et la gravité de leur maladie. C'est ça ce que je pense. Docteur Ndoye, puisque vous avez préparé ensemble, qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet du stress anémique? Malheureusement, je ne pourrais pas apporter plus de réponses que Dr Sada. Donc, c'est juste ça qu'on a compris. Est-ce que parce que vous avez parlé de stress anémique en période néonatale. Oui, professeur. Est-ce que ce stress anémique, il est décrit en dehors de la période néonatale? Est-ce que c'est uniquement au cours de la période néonatale que vous l'avez décrit? Et si tel est le cas, je me dirais que c'est rare quand même de confirmer une thalassémie en période néonatale. Hein? On peut la suspecter, sauf dans les pays où le dépistage néonatal il est fait et que dès que l'enfant naît, on lui fait le dépistage et on sait qu'il a une thalassémie. Et souvent en période néonatale, c'est vraiment rare d'exprimer les signes de thalassémie, sauf dans les formes incompatibles avec la vie, hydrops fœtalis, là c'est souvent des formes incompatibles avec la vie, c'est un décès néonatal précoce ou bien même un décès in utero souvent macéré. Et là, vous n'en avez pas du tout parlé, donc c'est très important. Dans les décès précoces, nouveau-né qui décède à la naissance, à J1, juste après la naissance, dans un contexte d'anasarque photoplacentaire, il faut penser à une alpha-thalassémie majeure avec des lésions de 4 gènes. Mais stress anémique, honnêtement, moi, je mettrais cela entre parenthèses. Hein. Je ne vous dis pas que cela n'existe pas, mais encore une fois, ne vous créez pas trop de soucis. N'utilisez pas des termes que vous ne connaissez pas. N'utilisez pas non plus des termes qui peuvent vous induire en erreur ou bien des termes dont le sens est équivoque. Parce qu'un stress reste un stress. Et on sait que quand une personne a une anémie avec une mauvaise tolérance, bien naturellement, il y aura un retentissement partout. Ne parlez pas de stress anémique. Cela peut vous créer des problèmes d'incompréhension, alors que vous pouvez le dire de façon très simple, avec des mots vraiment digestes. Alors, l'hypertransfusion, qu'est-ce que vous appelez hypertransfusion sanguine? Bon, je suppose que c'est sanguine. Dans la transfusion chez les patients, surtout les maladies bêta-thalassémiques majeures, la maladie des colis, donc ils ne fabriquent pas assez d'hémoglobine. Donc, la transfusion est indispensable. Donc, toujours, il faut avoir une hypertransfusion. Ça veut dire il faut avoir toujours des valeurs de 9, comme l'hémoglobine de base, supérieure à 10 grammes par décilitre. Mais ne l'appelez pas hypertransfusion. Parce qu'encore une fois, les termes ont leur signification. Si ce n'est pas un terme consacré, vraiment qui est défini dans la littérature de façon consensuelle, ne l'utilisez pas. Dites tout simplement programme transfusionnel.